feu. L'arène est circulaire et ornée de blasons, de tours et aussi d'un public. On a en face de nous sur cette map 3 PNJ. En garde, faites ton mieux. C'est Pitié, je suis désarmé. Alors je suis vraiment désolé d'avance, mais je suis obligé de tout tester. Oh la vache, chaque fois que tu tues un PNJ, le public applaudit. Dans l'arène, il y a 2 portes, une amenant à une pièce vide et l'autre amenant à plusieurs embranchements de couloirs. Dans un de ceux-ci, on trouve 2 pièces, dont une avec un PNJ, disant qu'il a hâte d'aller dans l'arène, et on trouve un autre couloir qui se tord dans tous les sens et qui nous amène à l'étage vers un des gradins, où on se rend compte d'ailleurs que le public est une texture toute plate. Et enfin, il y a un dernier couloir. Un petit couloir plus étroit que les autres, par lequel on peut à peine se faufiler. Celui-ci tourne et se tord dans tous les sens avant qu'on arrive à son bout, et que soudain, la musique stoppe. Mais en vrai, la vidéo elle est incroyable en vrai. Faut laissant dans être une ambiance dans le morbide. mood, tu vois, du truc. Oh, c'est très réaliste là. Cette partie du couloir semble hors du temps. Les textures sont beaucoup plus réalistes et froides. Le mur est délabré, orné de posters déchirés. Au sol, on trouve des détritus et quelques poubelles usagées et une porte rouillée simplement éclairée par un Il y a un néon blanc. visage sur le sac. là. Celle-ci est barrée de banderoles jaunes de police demandant de ne pas nous rendre à l'intérieur. Un mur invisible bloque la possibilité de rejoindre cette porte. Celui-ci ne laisse qu'un seul message. Skinned, écrit en rouge. Ce qui veut dire écorché, donc le fait d'enlever la peau de quelqu'un. Si cette map est à nouveau un cul-de-sac en termes de progression, on sait que cet endroit fait probablement référence soit à la tuerie que David a probablement fait, ou alors lié au cadavre qu'il a trouvé 10 ans avant le développement du jeu. Gardons ce mot skinned de côté dans nos notes, et peut-être qu'on comprendra mieux plus tard. Ouais. À ce moment-là, j'étais à nouveau sans la moindre indication de où aller. J'ai donc continué pendant des heures à retourner chaque map sans jamais rien trouver. Il commençait à être tard dans la vraie vie, j'étais absorbé par le jeu. Puis à ce moment-là, il était minuit. J'allais pour la énième fois me rendre sur Nimor quand tout à coup, les choses ont changé. Une fois passé minuit, certaines zones du jeu changent pour donner une atmosphère nocturne. Nimor, par exemple, devient instantanément beaucoup plus glauque et étrange. On se déplace dans les lieux avec une lourdeur beaucoup plus prononcée. Si pour la plupart des maps, à ma connaissance, rien ne change pendant la nuit, il y a quelques différences quand même ici et là. Par exemple, de nuit, quand on va dans la chapelle, on se rend compte que les 2 soldats qui la gardaient à la base sont maintenant décédés. Et ceux-ci ont pour description respectivement Bras et jambes manquants. Mâchoire supérieure manquante. très étrange. L'autre détail qui change pendant la nuit, c'est quand on va à Havenwood et qu'on se rend dans le cimetière. Là, le PNJ qu'on y trouvait de base change de position et a l'air en détresse. Pourquoi ne peut-on pas avoir la paix qu'ils ont tous? Juste car nous venons de Dessirest. Le dédale s'arrête jamais, c'est un truc de fou. Bon, on va y aller, on a une nouvelle map à explorer. Quand on ouvre la map Dessirest, qui est un anagramme également de discreet ou discret, on apprend à travers les notes que David considérait cette map comme devant être supprimée, car Pas assez importante pour réguler l'espace disque. on est donc en face d'une map qui de base était prévue pour le jeu, mais que David, probablement parce qu'il a caché quelque chose dedans, voudrait supprimer. Dessirest, c'est une map calme avec une ambiance plutôt douce et simple. On est accueilli par une statue du Thorn Knight au milieu d'un village silencieux et visiblement délabré. Quand on essaye de regarder chacune des portes, celle-ci laisse des messages sinistres. Manquant, brisé, supprimé. Personne pour répondre. Le gérant du magasin est décédé. À force de regarder dans les rues, on finit par trouver ce genre de fenêtre, avec une sorte d'effet super étrange de perspective en 2D. L'une d'entre elles représente une pièce sombre et grise, une autre représente une sorte de pièce blanche vide inondée d'eau sale, une autre représente un couloir sombre au mur brun, qui devait, si l'on croit le message d'erreur derrière, charger une extension de la map où on aurait pu se rendre dans ce couloir. Plus loin, on trouve cette grille avec ce même effet qui donne sur un trou dans le sol. L'ambiance générale du lieu est trop calme. Si on essaye d'utiliser le noclip, on trouve un détail dans un endroit peu attendu. La skybox, ou tout simplement la texture utilisée pour le ciel. I'd die 1,000 deaths if I can die with you. Je mourrai 1000 morts si je peux mourir avec toi. À force de me balader, j'ai fini par remarquer un détail. Lorsque j'ai voulu sélectionner la statue du chevalier déchiré dans l'éditeur, je n'ai pas pu. J'ai donc décidé de foncer dedans et j'ai entendu un bruit. C'était pas anodin, c'est pas un bruit habituel dans le jeu, et en plus de ça, j'avais la musique éteinte. Il y a quelque chose de caché dans cette map qui n'apparaît que quand on va dans des zones précises. J'ai donc commencé à me balader en longeant les murs. Au bout de 10 minutes, dans ce coin ici, j'ai réentendu le bruit. Pareil, après un long moment allongé le même mur, près de l'endroit où il y avait le trou avec la grille, là, j'ai entendu le bruit. Enfin, dans un autre coin de la map, j'ai entendu un dernier bruit, puis rien. J'ai continué à longer les murs de la map sans objectif, et à un moment, en repassant dans un endroit dans lequel j'étais déjà passé avant, même après le dernier bruit, j'ai vu cette créature.
C'est une créature morte, ayant comme nom PNJ sans tête. Et en me rebaladant sur la map, j'ai trouvé 2 autres détails qui avaient changé. Nicolas. 2 tablettes avec du texte indéchiffrable. Sur le moment, j'ai commencé à sortir ma panoplie de connaissances de différents langages pour coder des messages, puis j'ai fini par remarquer que l'une de ces tablettes était appelée Amsco et l'autre 51324. Et si tu cherches Amsco sur internet, tu te rends compte que c'est un langage de code un peu niche, mais qui existe. Et 51324, c'est une suite de chiffres que tu peux utiliser pour encrypter un message en Amsco. Donc j'ai mis ça dans un décodeur avec la clé et j'ai eu 2 messages. Le premier est plutôt clair. I don't think it was me, not the murderer. What if I was the murdered? Je ne pense pas que ce soit moi, pas le meurtrier, et si j'étais celui qui avait été tué. Le deuxième message codé, lui, est plus difficile à comprendre à cause de l'absence de ponctuation, mais également parce qu'il y a peut-être une faute d'orthographe. La présence d'une faute d'orthographe, c'est pas absurde, étant donné qu'on en a vu plusieurs dans certains endroits du jeu. En général, c'est dans des conditions où c'est évident que c'est David qui a écrit ces textes. C'est un jeu qui a été codé dans la hâte, on le rappelle, et par quelqu'un qui semble avoir des difficultés. Ce qu'on peut comprendre de ce qui est écrit, c'est « Je ne suis pas tombé dessus par hasard, peut-être que je modifierais. Était-ce le cas? Était-ce moi? Mais c'était parfait. Un basilic parfait. » Le problème, c'est qu'on ne sait pas si ici il y a écrit I'd edit ou I did it. I did it fait beaucoup plus sens grammaticalement, et en termes de structure de phrase, ça donnerait Je ne suis pas tombé dessus par hasard, peut-être que je l'ai fait. Était-ce le cas? Était-ce moi? Mais c'était parfait. Un basilic parfait. Et le truc, c'est que cette phrase pourrait avoir, en fonction de ce qui est vraiment écrit, 2 implications majeures. Dans le cas d'une faute d'orthographe, on pourrait comprendre ça comme une admission d'un meurtre, peut-être même de celui qui a été commis 10 ans avant le développement, car il dit ne pas être tombé dessus par hasard. Dans le cas où ce n'est pas une faute d'orthographe, l'implication est différente. On aurait l'admission que David a modifié les jeux, que c'est bien lui qui l'a fait. Le terme edit signifierait que définitivement il est à l'origine de toutes les modifications. Mais en ce qui concerne la fin de la phrase, c'était parfait, un basilic parfait. C'est une phrase particulièrement sombre dans le contexte. Et j'allais très bientôt apprendre sa signification. Et là, je suis un peu arrivé à mon ultime mur de progression. À partir de ce moment-là, j'ai écumé toutes les maps pendant très longtemps, sans jamais rien trouver. J'ai fini par presque penser que j'avais tout fini, et que je pouvais enfin me lancer dans les recherches sur internet, sur le sens de tout ça. Mais j'avais quand même quelques trucs dans mon viseur, quelques trucs qui m'empêchaient de terminer ce jeu. D'abord, les maps Exception 8 et Exception 7 étaient celles que j'avais le moins visitées, donc j'ai décidé de vérifier à nouveau celle-ci. Puis un jour, j'ai ouvert Exception 7, et il y avait un truc dans le ciel. Je l'avais jamais vu auparavant, ce truc-là. C'était très étrange, impossible d'interagir avec, et c'était très bizarre. Il n'y avait aucune explication à l'apparition de ce truc, j'avais rien changé avec mon jeu. J'ai rechargé plusieurs fois la map et à force de chercher des trucs qui avaient changé, j'ai vu au loin un cube. Un cube qui n'était pas là avant. Qui n'avait vraiment jamais été là depuis le début en fait. Et j'avais les enregistrements pour le prouver, il n'a jamais été là ce cube. Je me suis lentement approché de celui-ci à pied, incertain de ce qui allait se passer. Juste ça? Tout change. L'ambiance devient très lourde et pesante. Une sorte de bruit de pleurs quasiment inhumain résonne sur toute la map. Et le fait que rien n'ait changé, que toutes les interactions restent identiques, accentue encore plus cette atmosphère. Mais vous, c'est pas ce qui vous intéresse. Ce qui vous intéresse, c'est l'image. La même photo du bureau qui était cachée dans la map Office, mais avec une créature sur le sol. Une créature à la tête indescriptible, presque une tête d'oiseau, presque comme un cheval peut-être, dont on aurait retiré la peau. Chaque os, chaque vertèbre perce sa chair. La photo paraît un peu fausse, mais elle a cette atmosphère étrange, comme si elle essayait de reproduire quelque chose de réel, quelque chose que David a vu ou a pressenti. Est-ce que c'est ça qu'il a vu? Est-ce que c'était ça le cadavre? Est-ce qu'il a vu quelque chose d'aussi inhumain, expliquant pourquoi après des années, il serait toujours aussi impacté? Est-ce que c'est ça ce basilic parfait dont il parlait? Et vous savez ce qui est fou? C'est que moi j'ai voulu revoir l'apparition de ce cube. Donc j'ai essayé de reset la map. 100 fois, 200 fois, sans jamais qu'il ne se passe rien. J'ai effacé le jeu de mes disques de toutes les manières, je n'ai jamais revu ce cube. Ce cube, vous ne pouvez le voir qu'une fois. Peu importe les efforts que vous dépensez. Et là j'ai eu une idée, qui m'a paru un peu improbable. Et si le jeu était maudit? Et si David avait raison depuis le début? Que quelque chose a légitimement hanté le développement? Un vrai basilic, une présence morbide et presque immatérielle? À ce niveau-là, je n'avais plus qu'une seule piste. Rite.
écrit en jaune, qu'on avait trouvé à Evenwood. Ce petit élément RIT, il m'a scotché. Essayer de load RIT ne marche pas, j'ai essayé des codes, des techniques de tout type et rien n'a jamais marché. Mais j'ai fini par comprendre pourquoi quand je suis revenu sur Evenwood pour retrouver l'objet sur lequel était marqué RIT. Un médaillon cassé. Pour moi, ça voulait dire qu'il manquait peut-être la moitié du mot. Donc je me suis dit que j'allais chercher d'abord un mot en 6 lettres qui commençait par RIT. Si le médaillon est cassé, j'espérais qu'il le soit à moitié et symétriquement. Et ensuite, j'allais essayer avec d'autres longueurs, puis avec des mots qui pouvaient se terminer par RIT, etc., etc. Donc je suis allé sur un site pour les gens qui jouent au Scrabble, figurez-vous. J'ai cherché un mot en 6 lettres commençant par RIT, et il y en avait 4, dont un seul qui me paraissait cohérent. Ritual. Putain, c'est improbable que ça ait marché, c'est un truc de fou. Sérieux? Oui, je me fais ça PC, frère. Comment il trouve tout ça? Ritual est censé être la dernière zone du jeu, c'est clair. On y voit le basilic, appelé ici le Thorn Basilisk, donc le basilisque déchiré, donc la même chose que le Thorn Knight. Donc ça veut dire que concrètement, dans le premier jeu, on jouait le Thorn Knight et que le Thorn Knight, c'est le basilic, ou du moins qu'il est complètement infecté par le basilic. Et l'endroit dans lequel on est ressemble à une immense plaine désertique et asséchée, pleine d'arbres morts. On peut voir des zones qui sont censées être invisibles et déclencher des phases du boss, et notamment une d'entre elles qui déclenche le thème principal du boss. Si on essaye de tuer le basilic, on a accès instantanément à une cinématique de fin. Dans un dernier coup désespéré, le héros déchira la peau du serpent. Le chevalier déchiré, longtemps vénéré pour avoir vaincu le basilic et créé l'humanité, fut révélé comme n'étant qu'un mythe contrefait. Le basilic était bien un homme, un chevalier, un remède pour un monde affamé, alors que le véritable remède était gardé derrière les murs d'un tyran. L'homme a tué ultimement et sans discernement, jusqu'à ce que plus personne n'ait faim, à part lui, assoiffé de sang. Il devint une chose ignoble et il créa un monde ignoble. Et alors que l'épée du héros brisa la peau de ce monde, la lumière de l'autre côté l'illumina, et le monde trembla et s'ébranla, se débarrassant de sa peau morte et accueillant la lumière. Toujours beaucoup de lexique du serpent, toujours beaucoup de choses intéressantes. C'est intéressant que le roi soit révélé comme étant un tyran à la fin, étant donné que l'intégralité des développeurs avait l'impression que David lui-même était un tyran. Peut-être qu'il y a des liens entre l'histoire du jeu et l'histoire du développement en réalité. Et définitivement, on a la certitude que notre théorie était la bonne. Le Thorn Knight et le basilic, c'est la même chose. Revenons donc sur la map rituelle, car il y a des détails dont je n'ai pas parlé. D'abord, au bord de la map, on trouve une série d'objets représentant des ordinateurs, alignés les uns et les autres, tous comportant un texte qui se suit. Regarder les vidéos de ce projet me donne d'étranges sensations, comme si ça me manquait, mais en même temps c'était un peu traumatisant. C'était tellement rushé et après coup je n'aurais pas dû m'impliquer autant. Et maintenant ça fait partie de quelque chose que je n'aime même pas. Mais je reste fier du travail que j'ai accompli. J'imagine que c'est à ça que ça ressemble le développement la plupart du temps. Donner de soi dans un travail qui va mal finir avant d'atteindre qui que ce soit. Et après, avec le recul, le projet te manque et tu le détestes en même temps. C'est juste triste. Je peux comprendre. Mais j'imagine que j'en aurai toujours le souvenir. Je ne sais plus vraiment où je veux en venir maintenant. Imagine, tu passes des Qu'est-ce que je centaines fais? d'heures. Pourquoi est-ce que j'écris tout ça? Je passe ma vie à vivre dans le passé. Mais je n'ai aucune autre manière de faire. Parfois je veux m'en échapper, mais parfois j'aime l'impression de sécurité. J'ai l'impression que j'aurais dû mourir il y a bien longtemps. Je vis alors que j'aurais dû mourir. Je sais pas. À ce moment-là, les objets commencent à traverser le sol, comme s'ils étaient engouffrés par le jeu lui-même. Je suis juste fatigué de tout ça. Je ne suis plus inspiré. Ignorez-moi, SVP. Ce sentiment est nul à chier. Ok, il y a beaucoup de choses à dire. Mais en même temps, pas tout à fait. C'est difficile de savoir qui parle, mais ça a l'air évident que c'est David, étant donné qu'il dit s'être impliqué beaucoup trop dans le projet. C'est surtout un dialogue qui doit résonner beaucoup avec certains d'entre vous qui me suivez, qui avaient fait de votre art une profession. Cette impression parfois de donner toute son énergie dans quelque chose qu'on finit par haïr ou qui finit par ne jamais sortir. Et il est certain maintenant par contre que ces notes ont été ajoutées après coup, des années après. Par contre, je ne suis pas sûr de comprendre pourquoi il dit qu'il aurait dû mourir. Est-ce qu'il parle de burn-out ? Est-ce qu'il a essayé de se tuer ? Est-ce que ce n'est pas David qui parle, mais un employé qui aurait échappé à sa potentielle tuerie ? C'est très étrange et cryptique, mais en même temps, c'est un des textes les plus directs qu'on a de la part d'un des développeurs. C'est clairement l'expression très forte d'une frustration, mais surtout d'une tristesse. Mais il y a un détail en plus sur cette map. On trouve, pendant un arbre, un PNJ qui, lorsqu'on le sélectionne, dit ça. Tout est de ma faute. Tout ça à cause du... Si on prend le nom de l'objet, W supérieur à MD là, et qu'on le met juste après le yellow, on obtient color égale yellow MDMVB. Donc ça veut dire que le texte MDMVB devait être écrit en jaune. C'est donc le nom d'une map.
Donc essayons de mettre la commande load. Ça marche pas. Ok. Essayons de décoder. Faisons un code César, c'est le plus classique. Code César, je connais pas. Event. Ça veut dire événement, mais ça peut vouloir aussi dire incident. Tout est de ma faute. Tout ça à cause de l'incident. De quel événement peut-il s'agir? Essayons d'ouvrir la map pour le savoir. Pour voir. Mais mec, attends, mais c'est fou, genre. La vidéo est folle. Quand t'es dans le délire, tu comprends, tu te mets à fond dans le jeu. C'est déjà abandonné, gros. C'est une dinguerie en vrai. En vrai, c'est fou. Quand on ouvre Event, l'ambiance change radicalement. Le jeu passe en mode plein écran et on est accueilli dans une pièce au graphisme beaucoup plus réaliste qu'avant, avec en fond un son d'électricité bourdonnante. Et à côté de nous, une porte entrouverte qu'il est impossible de franchir. C'est quand on essaye de se déplacer qu'on réalise à quel point tout ça est déroutant. Il y a un effet très étrange de glitch qui fait traîner les textures et les déforme. Quand on arrive dans ce couloir, on réalise une chose. On est dans les bureaux dans lesquels Basilisk a été développé. On s'approche d'abord de cette porte et on y entend un bruit très léger, comme si quelque chose respirait et déplaçait des objets derrière. On peut voir à un des bouts du couloir une pièce avec une porte donnant vers l'extérieur. Il y a également une peinture, une chaise et plusieurs portes fermées, dont une d'ailleurs émet un son encore plus inquiétant que le précédent. Ne voulant pas sortir par la porte, je retourne dans le couloir. Et l'infini. Après que la lumière ait sauté et que mon cœur se soit arrêté, il n'y a rien d'autre qu'un silence lourd, qui se retrouve brisé par d'autres bruits impossibles à déchiffrer au bout du couloir. Les textures, là. Il y a une salle éclairée par une lumière orangeâtre, jonchée de CD et de feuilles aux mots impossibles à déchiffrer, ainsi que 2 chaises de bureau semblant avoir été jetées ici dans la hâte. Cette pièce donne sur un couloir plongé dans l'obscurité. Et au bout de celui-ci, on trouve une porte qui paraît familière. C'est très similaire à l'entrée qu'on avait vue dans la map Arena. C'est la pièce qu'on voyait notamment dans les photos. Notamment celle où on voyait le basilisque. Et sur le sol de celle-ci, on trouve 8 petites notes de police marquant tous les éléments de la scène pouvant servir de preuve. Des vêtements et surtout des taches de sang. Nous sommes sur une scène de crime. Il s'est passé quelque chose de grave. Va savoir si cet événement, cet incident que décrit le nom de la map, se passe en 2000 ou 10 ans avant. Si on s'approche de ce mur, par contre, il se passe quelque chose d'étrange. Le jeu semble ramer, puis afficher une série de lettres étrangement agencées. Si on retourne sur nos pas, refranchissant ce couloir, on finit, si on tend l'oreille, par entendre quelque chose d'inhabituel qui perce le silence. Une sorte de bruit de grattement. Quelque chose écrit sur le mur, très lentement. Une peau, un bras, une jambe, 3 cages thoraciques. Et on parle pas de 3 côtes, mais bien de cages thoraciques. Et on dirait presque une sorte de recette, ou peut-être de rituel. Lentement, je suis retourné sur mes pas. Et je vous avoue que je me sentais pas forcément très confiant. L'ambiance dans ce lieu, elle est très lourde et le silence assourdissant y joue beaucoup et chaque élément qui perce le silence t'agresse. En retournant dans la pièce éclairée, on entend un bruit étrange et grave. La porte qui était fermée tout à l'heure et d'où sortaient d'étranges bruits de pleurs est maintenant ouverte, et elle donne sur une grotte illuminée d'orange, comme si on se retrouvait piégé dans les entrailles même du jeu et de la tête de David. Quel but truc. J'ai décidé à un moment de sortir de cette pièce et de retourner voir les pièces à conviction. Définitivement quelque chose ne veut pas que je reste ici, c'est clair. Je me suis approché très lentement de la pièce suivante.
Qu'est-ce que c'était que ça? Un cadavre d'humain sans peau, quoi. Enfin, un humain Une sans sorte peau. de cadavre sans peau avec 2 bras qui rampent sur le sol. On dirait le résultat du rituel gravé sur les murs. Après ce truc troublant, j'ai passé plusieurs minutes à chercher quelque chose d'autre. Des minutes bien pesantes, te donnant l'impression d'être écrasé par l'ambiance lourde et silencieuse de ces bureaux. Puis à un moment, j'ai franchi la porte d'entrée pour sortir et c'était fini. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de questions en suspens, mais que vous avez également une petite idée d'où ça va, tout ça. Mais j'aimerais me pencher sur ce code, là, qu'on a vu tout à l'heure. Après ça, on aura fini avec ce jeu et on pourra en parler plus clairement. On remarque un truc intéressant avec cette suite de lettres. Il y a un signe plus grand qu'eux, un signe plus petit qu'eux et un signe égal. Si on prend les lettres et qu'on les réarrange pour écrire color égale yellow, comme le format que nous avait montré la map ritual, on se retrouve avec les lettres INTIWHIT White. qui peuvent être réarrangées pour écrire within it, qui en français signifie à l'intérieur, dans le sens à l'intérieur de quelque chose, au sein d'eux. Within It, sous fond de musique distordue et inquiétante, est une map vide dans laquelle on est bloqué sur une plateforme entourée de structures délabrées. Comme au sommet d'un temple ou d'une arène qui aurait été détruite par le temps, tout ce qu'on peut faire à présent en réalité c'est de sauter et de voir lentement, très lentement le décor disparaître. Jusqu'à ce qu'à un moment, un texte flash à l'écran, bien trop vite pour pouvoir le lire. Il y a d'abord eu une carapace pour protéger les travailleurs fragiles de l'influence extérieure. Mais certaines chambres sont devenues inutilisées, abandonnées et négligées. Dans l'une d'elles, une âme démunie s'est glissée, ou y est née, ou y aurait poussé. Ils ont cherché à se débarrasser de la monotonie, Après, du c'est sur quotidien les ennuyeux carapaces, de la c'est mort. vie et du travail à l'intérieur d'une carapace. Se débarrasser de la vieille peau pour briller à nouveau dans la violence et la terreur. Le résident a cherché des matériaux, les accumulant progressivement à partir de personnes de passage. La peau de l'un, les os d'un autre, un bras tordu, une mâchoire cassée. C'est très cryptique, mais on peut déjà commencer à essayer de l'interpréter. Mon interprétation de ce texte est assez simple, mais en vrai c'est assez difficile à expliquer. J'espère que vous comprendrez. Dans beaucoup de croyances spirituelles, on divise la personne en deux, avec un contenant, une enveloppe physique, celle du corps, et un contenu immatériel, une âme, un esprit, etc., qui contrôlerait ce corps. Ce qui est décrit dans le début du texte, c'est la destruction de l'âme d'un individu. En l'occurrence ici, c'est celle des développeurs. Ceux-ci se sont isolés du monde et se sont enfermés dans un quotidien répétitif et abrutissant, stressant. Et c'est à ça que fait référence la carapace. Quelque chose qui a isolé leur âme, qui l'a fait disparaître. Ce travail sans vie, ce travail sans âme, littéralement l'expression anglaise soulless job, aurait littéralement détruit une partie de l'âme des développeurs du projet. C'est à ça que fait référence le terme chambre, chamber, qui fait ici plutôt référence à une cellule, voyez une chambre forte. Et dans ce texte, les développeurs sont littéralement ça, des cellules vidées de leur contenu, des coquilles vides qui n'attendent que d'être remplacées par autre chose. Ce vide émotionnel et spirituel aurait permis donc à une influence beaucoup plus néfaste de s'immiscer dans un de ces corps vides, ou alors juste d'y apparaître, d'y grandir, un peu comme une plante, laissant penser qu'il s'agirait soit de quelque chose de purement psychologique, soit quelque chose de plus inexplicable. Ce texte se termine par contre par quelque chose de beaucoup plus morbide. Si on prend ça au pied de la lettre, cette chose qui aurait grandi en David, cette frustration qui lui a donné des idées l'amenant à vouloir exercer la violence et la terreur, ce serait l'application d'un rituel, de la peau, des os, un bras, une mâchoire, décrits comme des matériaux qu'il aurait récoltés chez des personnes de passage. Transients, le terme en anglais qui est utilisé pour dire personne de passage, c'est un terme qui n'a pas vraiment de traduction en français, mais sur internet tu peux voir dans des sites de dictionnaires que ça peut à la fois vouloir dire SDF, donc il aurait dépouillé des sans-abri pour récolter des organes, mais ça veut aussi dire dans le domaine du travail quelqu'un qui vient travailler un job mal payé pendant une période très courte, des employés de passage. Et c'est là qu'une idée vient en tête, naturellement. David, c'est un mec un peu obsessif, etc., qui a une obsession autour d'un jeu appelé Basilisk. Est-ce que il a tué des gens pour créer un basilic ? Et est-ce que c'était des gens qui sont venus travailler avec lui ? Est-ce que du coup le jeu n'était peut-être qu'un prétexte pour avoir des gens mal payés qui pouvaient disparaître facilement ? La map Within It agit comme une fin à Basilisk 2000. On est, comme le titre de la map décrit, à l'intérieur de la tête de David, vidé de tout espoir et d'humanité, en plein effondrement face à la monotonie du quotidien et le poids des attentes, forcé à tomber indéfiniment dans le vide. Le jeu boucle éternellement à ce point-là, on ne peut pas stopper la chute, il n'y a pas d'espoir.
Mais si vous avez été attentif, il nous reste un dernier truc à regarder. Le fichier WinRAR bloqué par un mot de passe. À l'intérieur de celui-ci, il y a un fichier appelé Basilisk, version ancienne à supprimer. C'est un fichier en .smc, donc un fichier qu'on pourrait ouvrir avec l'émulateur SNESy qu'on avait utilisé pour jouer au premier jeu. J'ai essayé tous les mots de passe possibles et inimaginables, tous les petits passages de texte que j'ai trouvés dans le jeu, et rien n'a marché. Jusqu'à ce que j'essaye de mettre Skinned, le mot en rouge qu'on avait dans la map Arena. Ça marche. Dans ce niveau, on est dans une sorte de forêt. Le sol n'a pas de texture et en fond, on entend ce même bruit qu'on entendait dans la première save state du jeu Super NES. Si on avance un peu, on tombe sur une texture erreur. Voici ce qu'elle dit lorsqu'on interagit avec elle. Hey, tu as fait tout le chemin jusqu'à revenir ici. C'est là que ça a commencé après tout. L'écorchage, enlever la peau, l'alchimie sacrée pour créer un vrai basilic. Ils ont commencé avec un homme, bien que certains l'ont appelé monstre. Ils ont cherché à rendre son extérieur aussi déformé que son intérieur. Ils ont commencé avec sa peau, elle devait partir en premier. Petit à petit, ils ont enlevé presque tout, jusqu'à ce qu'ils parviennent enfin à le créer, un vrai basilic, un vrai monstre, et ils l'ont gardé nourri, touché et torturé. Ensuite, ils l'ont enfermé, et pire que tout, ils l'ont oublié. Mais il a vécu apparemment, il semblerait. Du moins, c'était le cas au fond de l'esprit de David. Ou alors est-ce que c'était David depuis le début? Ou alors a-t-il juste aidé à faire l'expérience? Ou alors travaillait-il juste dans le même bureau? Ou était-ce juste un cauchemar? Il ne pouvait pas s'en souvenir, il ne le voulait pas non plus. Mais ce monstre vit, et il vivra. Attends, mais tout ça c'est vrai, gros, qu'il a vraiment fait. Et il aura faim. C'est chaud, hein. Et il se nourrira. Puis le jeu crash. La vraie fin de Basilisk. Bon, vous vous y attendiez évidemment, hein, voilà, j'imagine en tout cas que vous vous y attendiez, mais voilà, je vous ai menti. Rien de tout ça n'est vrai, Basilisk n'a jamais existé. C'est en réalité une œuvre brillante d'un développeur indépendant fascinant du nom de Akuma Kira. Certains connaissent peut-être déjà son travail pour son jeu Lunacid ou surtout pour son plus grand succès, Spooky's House of Jumpscare. Kira est pas à son premier essai et Basilisk s'inscrit facilement parmi ses œuvres les plus importantes. Je vous en supplie, allez jouer à ces jeux, ils sont très intéressants. C'est une personne qui déborde d'idées, c'est un développeur qui a beaucoup fait de jeux originaux et avec un ton très frais et différent. Avant de commencer à émettre des théories pour interpréter un peu tout ça, je vais émettre une première critique importante car elle va être nécessaire à mettre en place pour la suite. Basilisk est une de mes œuvres préférées que j'ai traitées depuis très longtemps. Voilà, j'adore cette œuvre, je trouve que c'est hyper intéressant et que c'est hyper original. Mais il y a une différence par rapport à d'autres œuvres que j'ai pu traiter, c'est que par rapport aux autres, elle est un peu plus faillible. Et une de ces failles, il faut que j'en parle. Cette faille, c'est que Akuma Kira a, en réalisant ce jeu, laissé pas mal d'anachronismes qui sont parfois clairement voulus, mais qui parfois ne le sont clairement pas. Et ça a gêné beaucoup de gens qui ont eu du mal à rentrer dans l'œuvre à cause de ces défauts. D'abord, le jeu Super NES ne ressemble absolument pas à un jeu Super NES. Si on peut voir ça comme un truc voulu, et je commence à penser que c'était voulu, ça ne l'est très probablement pas. Le max que tu peux faire en termes de 2D sur la Super NES, c'est le mode 7. Et bien vous voyez à quoi ça ressemble et vous voyez également à quel point c'est très différent. Mais ça va plus loin. Les sons sont clairement des sons surtraités sur ordinateur. Or ce genre de sons sont venus avec le support CD, donc avec des consoles comme la PlayStation. On peut pas avoir un son d'une aussi bonne qualité. Ça marche pas comme ça quoi. Ces éléments ils sont importants à pointer du doigt car la question de la temporalité est une question importante pour cette histoire et ce genre d'éléments viennent vraiment perturber les théories. Particulièrement quand on prend en compte une chose, le style de Kira, le style de ses jeux est très profondément humoristique. Cette personne adore mettre des pointes d'humour un peu partout dans ses jeux, et c'est pas pour rien, c'est parce que ces jeux ils sont aussi faits pour une petite communauté de fans qui l'entretient régulièrement. Et cette communauté, elle a des petits running gags, des petits trucs comme ça, et c'est un peu son style quoi. Il y a aussi des easter eggs qui sont des blagues évidentes, et qui sont impossibles à lier au scénario du jeu. Il y en a notamment un que j'ai complètement viré de ma vidéo. Alors que je l'ai croisé, que je l'ai fait, mais je l'ai complètement viré de ma narration parce que ça brise tout. Et c'est un des plus gros défauts, c'est le Hall of Skeletons. C'est littéralement la deuxième map dont apprend l'existence sur le jeu. Elle est donnée par un PNJ dans Havenwood. Et c'est une salle avec plein de squelettes dans des positions qui font référence à des mèmes, parfois un peu datés, mais en tout cas bien après les années 2000, parce que le concept de mème n'existait pas. C'est trop dommage. C'est un peu marrant, voilà, c'est mignon, c'est marrant. Il y a un squelette qui a la tronche de sens, c'est un peu mignon, mais ça brise vraiment le truc quoi. Et c'est dommage parce que c'est pas le genre de truc où tu peux te permettre de faire des effets comiques.
ce genre de format de jeu, ce genre de format de raconter des histoires. Mais c'est clairement incroyable, hein. Qu'on soit d'accord, j'aimais ces quelques petites réserves, parce que du coup la question de la chronologie est un peu floue. Mais ça on va en parler à la toute fin. Bref, arrêtons de nous focaliser sur des petits détails et posons-nous la grande question, qu'est-ce que racontent les jeux Basilisk? En vrai, j'ai 2 réponses à cette question. 2 théories majeures de ce que je pense être l'histoire de ce qui se passe dans cet univers. Ce sont 2 réponses qui se complètent, qui se contredisent, qui ont leurs incohérences et leurs avantages et leurs défauts. Et vous allez voir pourquoi je n'ai pas réussi à les départager. D'abord, parlons d'un élément, le déclencheur de cette histoire, le cadavre sur lequel est tombé David Bunch. C'est la question la plus importante de l'histoire du développement, car c'est le début de l'obsession de David. Qu'est-ce qu'il s'est passé ce jour-là? Il y a 2 manières de le voir, soit David B est tombé sur un cadavre dans des conditions horribles, soit David B est tombé sur un autre cadavre, plutôt métaphorique, le cadavre d'un jeu. Si on réfléchit un peu et qu'on prend en compte cette deuxième option, toute l'histoire qui est racontée est en réalité une énorme métaphore. David Bunch serait tombé des années avant le développement sur le jeu Basilisk sur Super NES. Il a commencé à devenir obsédé à l'idée de finir ce jeu, d'arriver à mener ce projet à bout, et la raison pour laquelle il aurait réussi à mettre la main sur la cartouche de Basilisk, c'est parce qu'il l'aurait trouvé dans un bureau faisant partie du même bâtiment dans lequel il était si on en croit ses collègues. Donc un bâtiment dédié à des studios de développement de jeux vidéo. Le projet, traînant dans sa tête pendant 10 ans, a commencé à prendre de l'importance dans sa tête, tout simplement parce qu'il n'était pas fini ce jeu. Il commence à devenir tout ce à quoi David pouvait penser. Sauf qu'il y a un truc dont j'ai peu parlé, le basilic, c'est pas du tout un choix anodin comme créature. Le basilic, c'est une créature mythologique qui te tue si tu la regardes, et dans les mythologies plus modernes, c'est utilisé pour représenter ce qu'on appelle les info hazards, des informations qui représenteraient un danger pour toute personne qui les connaîtrait. On a un exemple qui est très connu qui s'appelle le basilic de Rocco, dont vous avez probablement entendu parler. Une expérience de pensée qui dit grossièrement que si un jour une IA bienfaisante pour l'humanité était créée, elle punirait toute personne qui savait qu'elle allait exister, mais qui n'ont pas donné l'intégralité de leurs moyens à sa conception. Donc si vous apprenez l'existence de ce concept, vous êtes en danger. C'est beaucoup plus compliqué que ça, genre beaucoup plus, et c'est même un concept qui est vraiment très faillible aussi, hein. Mais l'idée est là. La connaissance du concept du basilic de Rocco est dangereuse pour la personne. Donc dans cette logique, le premier jeu Basilisk, pour David, c'est un basilic. Une info dangereuse. Le fait qu'il connaisse ce jeu qui n'a jamais été fini a pénétré son cerveau. Sauf que lorsque des années après, il finira par être à la tête d'un studio de développement, il finira également par trouver un éditeur pour financer la suite du jeu qui obsédait ses pensées. Celui-ci va lui donner une deadline pour terminer le jeu, une deadline bien trop courte pour le projet le plus important de la vie de David. C'est là qu'on aborde le sujet le plus important de Basilisk, le burn-out créatif. Le développement du jeu s'est mal passé. En tant que manager du projet, David avait trop sur les épaules et a mis trop sur les épaules de ses employés trop peu nombreux et qualifiés pour mener à bien le projet. Le projet a commencé à ralentir, le développement s'est perdu dans des dizaines de niveaux mal finis, les ambitions ont été revues à la baisse et la vision du jeu a commencé à s'éparpiller. Lentement, l'ambiance du jeu a commencé à refléter cette impression de mal-être. Plus les niveaux du jeu s'enchaînent, plus l'environnement est désolé et plus les maps sont vides. Le ton du jeu devient de plus en plus pessimiste. L'histoire ne va dans aucune autre direction que la mort de son univers, tout simplement parce que le projet était destiné à mourir. À un moment, la pression commence à monter au niveau de David alors que la deadline approche. Il devient de plus en plus dur avec ses employés et il finit par cacher une arme sur son bureau. Il commence à stalker ses employés, il commence à devenir un peu un tyran, comme il est décrit sur la map Ritual. Au même moment, il se met à rajouter des détails dans le jeu pour libérer sa frustration et se sortir du quotidien morose dans lequel il tombe et qui le fait détester le projet le plus important de sa vie. Un sentiment que vous devez probablement connaître. Il y a 6 tombes dans Wakelita Summit pour représenter les développeurs par exemple, ou alors l'alambiqué secret caché de Desirest. Le basilic parfait qu'il décrit dans cette map, c'est en fait l'ambition du projet. C'est le projet qu'il voulait créer. Et à un moment, c'est fini. Le jeu est annulé. Il n'a pas été terminé à temps. Là, il y a 2 directions possibles. Soit on considère que David pète un câble et se décide par frustration face à cet échec de tuer l'intégralité de sa team, il y a quand même pas mal d'indices qui vont dans cette direction, soit on peut voir ce moment dans la map Office comme une métaphore. David a littéralement tué ses employés à la tâche. Il les a menés par son côté tyrannique et obsessif jusqu'au burn-out. La mort créative. Voir tout à travers le prisme de la métaphore, c'est vraiment très pratique. Par exemple, ça permet d'expliquer que dans la map Event, cette apparition d'une sorte de cadavre qui nous pourchasse, c'est en fait parce qu'on est littéralement dans un cauchemar traumatique de David, qui voit le cadavre du jeu qu'il a raté venir le hanter des années après. Il y a aussi une part de moi qui pense que l'arme sous son bureau, elle est là aussi pour une autre raison. Je ne vais pas continuer à encaisser. Je ne pense pas que ce soit moi, pas le meurtrier, si j'étais celui qui avait été tué. J'ai l'impression que j'aurais dû mourir il y a bien longtemps. Je vis alors que j'aurais dû mourir. Tout ça amène à penser que David a essayé de se tuer lors du développement, qu'il a été poussé à bout et que face à son échec,
il a décidé de mettre fin à ses jours. Si on considère que les anachronismes sont juste des blagues de Kira, dans ce cas-là, la réalité du jeu est horriblement sombre. Le jeu n'a jamais été modifié par David après coup, il est juste mort. Et la map Live dans l'aéroport représente juste le fait que David est littéralement monté au ciel. D'où l'atmosphère très sombre et triste de ce niveau. Ça explique aussi toute l'imagerie autour des fœtus et l'ambiance du jeu. Le jeu est un enfant avorté, un projet qui a été abandonné peu après le début de sa conception. Le jeu a une histoire désolée et parle d'un monde qui a été abandonné par ses dieux, qui a été déçu par ses dieux. Un peu comme le jeu lui-même a été abandonné par ses créateurs. Il y avait bel et bien un basilic dans les bureaux du développement, une idée obsessive et dangereuse qui était en train de détruire son créateur. C'était ça le basilic. Dans cette interprétation de l'histoire, le jeu est une histoire tragique d'un homme qui a abandonné la vie pour un projet qu'il a raté, l'amenant soit à la mort, soit à un traumatisme perpétuel, soit au meurtre de ses collègues. En vrai, l'histoire. On peut aller plus loin et dire que le jeu semble faire un commentaire sur les histoire. conditions des développeurs travaillant dans des gros studios confrontés aux attentes des éditeurs. Au cours des dernières années, on a pu voir de plus en plus de syndicalisation et de mouvements contestataires de la part des développeurs, dénonçant des heures supplémentaires non payées, des crunch time abusifs jamais compensés par les salaires relativement dérisoires du milieu, où notamment les petites mains sont jugées comme remplaçables, en niant totalement l'implication physique, psychologique et émotionnelle d'être responsable de la sortie d'un grand projet qui va être jugé par des millions. Le jeu, créé donc par quelqu'un d'indépendant, ayant plutôt mal vécu certaines expériences de travaux en groupe, met face aux conséquences maximum de ce système. Pour faire les choses bien, sans perdre les développeurs, il faut le temps, la motivation et la liberté créative. Et je trouve que c'est un message plutôt louable. Sauf que cette interprétation ne prend pas tout en compte. On peut interpréter l'histoire différemment et partir dans un délire un peu plus obscur, quoi. Pour ça, il faut que je vous parle d'un détail que j'ai trouvé dans les fichiers du jeu. Si on regarde le fichier en .smc, la ROM du premier jeu Basilisk, on se rend compte qu'elle pèse très peu. Et c'est pas pour rien, si on l'ouvre avec un bloc-notes, on se rend compte que voilà, il y a un petit message rigolo. Par contre, la ROM du niveau secret de Basilisk, c'est un fichier qui est assez lourd. Et si on change l'extension du fichier en .jpeg, on obtient un fichier image qu'on peut ouvrir. Alors, là, on voit rien. Mais en gros, vous êtes en train de voir 3 images différentes d'un coup. La plupart des images qui sont encodées sur un ordinateur ou sur votre téléphone sont en réalité réparties en 3 ou 4 canaux. Ces canaux, c'est pour les 3 couleurs primaires de la lumière, le rouge, le bleu et le vert. Et le 4e canal qu'il y a de temps en temps, c'est le canal alpha, c'est le canal pour la transparence. Mais là, il n'y en a pas dans les fichiers en .jpeg. Et ce qui est sympa, c'est qu'on peut séparer chacun de ces canaux. Et on a donc sur cette image 3 images que l'on peut séparer en séparant les canaux. Sur le canal vert, on a juste une image d'une cage thoracique qui nous rappelle le rituel de tout à l'heure. Si on va sur le canal bleu, on a ça. Si on modifie un peu l'image, on se rend compte qu'il s'agit d'une photo légèrement glitchée d'un lapin sauvage. Quelqu'un serait donc peut-être une proie. Et ici, on voit qu'il y a écrit Aliquando ut morior, en latin. Un jour pour mourir. Mais le plus intéressant se révèle quand on regarde le channel de la couleur rouge. On a tout de suite quelque chose de plus abstrait et bordélique. On a d'abord cette étrange image de basilic avec une mâchoire brisée, des cages thoraciques. Ça fait penser à ce qu'on a vu à la fois dans Event et Within It. En dessous, on trouve une image flippante avec des employés de bureau. 6 pour être exact. Et au centre, le manager, probablement David. Sur leurs écrans, on les voit en train d'utiliser l'outil de développement auquel on a eu accès. Plus bas, on voit ces lettres qui se traduisent en Memento Mori, écrit avec un code César. Rappelle-toi que tu vas mourir, en latin. Et plus haut, on voit une autre suite de lettres qui se traduit avec un code César en Maledictus ab initio. Ou Maudit depuis le début. traduit depuis le latin toujours. Ces quelques détails soulèvent une théorie assez extravagante, voilà, je vais pas vous le cacher, mais que j'aime beaucoup. Est-ce qu'on peut pas s'imaginer que le jeu est maudit ? Laissez-moi vous expliquer. D'abord, disons-le, je pense que 10 ans avant le développement du second jeu, David a bien trouvé la cartouche du jeu Super NES. Ça, j'en suis vraiment sûr. Déjà, les dates semblent vraiment corrélées avec la période où les jeux sur Super NES étaient développés, mais aussi il y a un argument que j'ai trouvé. C'est que sur la modélisation 3D de la cartouche du jeu, trouvée sur la page Itch.io du jeu, on remarque que le décor autour de celle-ci est celui d'une pièce abandonnée, ressemblant un peu au type de pièce qu'avait le bureau de la map Event. Or, on sait par Kyle Tubman que les anciens bureaux de Basilisk n'existent plus. La cartouche est modélisée ici, dans le même endroit où David l'a trouvée, mais dans le présent. Les ruines de l'ancien bureau dans lequel David l'avait trouvé. Mais David n'a pas trouvé que le jeu. Il a également trouvé quelque chose d'horrible, un cadavre mutilé et déformé, vestige d'un rituel. Une situation tellement horrible que la police a été appelée. Pourquoi le jeu serait présent ? Car le jeu est la cause de tous les problèmes. Le premier jeu est un basilic. Il y a littéralement à l'intérieur de son code Scratch, un démon représentant le diable.
Le simple fait de voir le jeu à côté d'une scène de crime qui a demandé l'appel de la police était suffisant pour marquer David à vie et de figurativement, comme un basilic, le tuer de l'intérieur. À ce moment-là, David est possédé par le jeu et le simple fait qu'il le garde avec lui va lentement le corrompre. Cette possession par le jeu va créer en David une obsession pendant des années, lui créer des cauchemars et des visions. Elle va l'amener notamment à envisager le projet Basilisk 2000. Et la pression du développement, le traumatisme latent de la découverte du corps et l'ambition bien trop grande du jeu va lui causer beaucoup plus de visions. Des visions qu'il va lentement commencer à reproduire dans le jeu, que ce soit à travers de son histoire, qui va miroiter celle du développement, ou à travers des ajouts cachés. La map Event, le passage sur la Lune et Taurus semblent être des reproductions de ces visions par exemple. David va commencer à être également obsédé par la mort et surtout par les cadavres. Le jeu a plus de cadavres que de PNJ et gage des ressources énormes pour afficher sous chaque tombe des cadavres que le joueur ne peut pourtant pas atteindre. Alors, pourquoi le truc qui possède David essaye de l'amener à créer un autre jeu Basilisk ? Eh bien, rappelez-vous d'un détail. Selon Kyle Tubman, Basilisk 2000 contient des éléments de code de Basilisk premier du nom. Selon moi, ce qu'il veut dire par là, c'est que David a transvasé la part maudite du premier jeu dans le second. Tout ça pour que le basilisque se reproduise et puisse infecter d'autres victimes. Comme s'il avait pris la part organique, la part vivante, le sang du premier jeu, pour la mettre dans le second. En soi donc, David a agi comme une passerelle entre deux supports. Comme une veine entre les deux jeux. Une veine entre les deux mondes. C'est pour ça que le premier jeu rabâche cette idée. Le premier jeu est conscient. Il s'adresse directement aux joueurs car il a le désir de se reproduire. C'est là qu'arrive un élément important, le rituel. Si vous avez été attentif, il y a dans le jeu 2 rituels décrits. Le premier, une peau, un bras, une jambe et 3 caches thoraciques, est visible dans Event. Le deuxième, une peau, des os, un bras tordu et une mâchoire tordue, est décrit dans Within It. Mais aussi il y est brièvement fait allusion dans la chapelle quand on y va de nuit, où les gardes morts ont perdu exactement certains membres nécessaires à la réalisation de ce rituel. Pour moi, le premier rituel est celui que David a vu à la découverte du premier jeu ou qu'il a vu dans ses visions. On le voit dans Event qui a l'air, de par son esthétique, de reproduire un cauchemar traumatique. Le deuxième rituel, c'est un rituel qui sera effectué par David lui-même. J'ai l'impression que David, à travers son obsession, a commencé à comprendre de ses visions qu'il devait, à tout prix, créer un vrai basilic. Pourquoi ? Car le jeu a été annulé, et que si le jeu est annulé, il ne peut pas se reproduire par le jeu. Donc le basilic a urgé David d'abattre ses collègues pour créer un monstre, avant de partir pour fuir son crime, comme l'indique la map Live. En soi, David est donc victime et coupable, comme il l'indique plusieurs fois. Il n'agit pas en conscience, il est manipulé, mais il commet des actes horribles. La création du basilic par David semble également avoir été un complet échec. Peut-être qu'il n'a pas fait la bonne recette, peut-être qu'il n'a pas vraiment mené à bien son plan, mais un truc est sûr, David est parti avec le cadavre du jeu et celui-ci a continué à le torturer pendant des années. Un peu de la même manière que les premiers développeurs du jeu sont introuvables. Eux aussi ont fui leur jeu. Plus de 20 ans après, David décide de mettre le jeu en vente sur eBay. Celui-ci a été modifié, torturé et déformé pendant des années et constitue en lui-même, de par l'ajout de plein d'éléments extérieurs, des éléments d'autres jeux, donc des éléments d'autres corps numériques, un basilic électronique qui, en étant partagé sur Internet, va pouvoir infecter des dizaines d'autres. Si vous regardez les jeux, vous réalisez que l'histoire fonctionne par cycle. 100 ans avant le premier jeu, le basilic est tué, puis 100 ans après, il est à nouveau abattu. Puis 100 ans encore après, on abat à nouveau le basilic à la fin du jeu. Dans la vraie vie, c'est pareil. Le premier jeu est créé par des développeurs qui ont probablement vécu le même tourment que David et qui ont transmis à David une malédiction qui, à travers ce jeu, va infecter quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un d'autre infecté, c'est peut-être un certain fan de Lost Media qui a déterré toutes les infos autour des jeux Basilisk, nourrissant suffisamment d'obsession pour essayer de contacter ses anciens développeurs, la raison même pour laquelle on a accès au jeu. Kyle Tubman. Mais j'imagine que votre vision du truc allait probablement dans une autre direction. Vous vous imaginez peut-être des sectes, comme certains sur Internet, vous vous imaginez peut-être des images folles et différentes des miennes, et c'est pas pour rien. Faire une théorie sur Basilisk a été pour moi un énorme casse-tête. Il y a une différence avec cette œuvre-là et les autres œuvres que j'ai pu raconter avant. En fait, le jeu Basilisk est un basilic. Il te crée une obsession, ça c'est sûr. Et c'est aussi une œuvre qui narrativement est très différente de ce que j'ai pu faire. Dans les trucs que je traite, il y a souvent 2 types d'œuvres. Il y a les œuvres à la Myers-Pompwell avec une histoire évidente, une linéarité, et avec juste des zones d'ombre, et c'est là qu'on peut faire des théories. Mais que, en gros, on peut très facilement créer une narration droite. Il y a ensuite les œuvres à la This Earth Has People in It, qui sont des œuvres discontinues, qui n'ont pas forcément de chronologie, mais où tu sors une sorte d'imagerie, créer un fil conducteur,
et le centre Ah, même ça, c'est d'analyser l'œuvre. Ça, Ici, c'est masterclass. on est sur un entre-deux vidéo. bizarre. Basilisk, c'est une des rares œuvres auxquelles j'ai joué Oui, mais une fois et j'étais persuadé d'avoir une idée claire de ce qui s'était passé dans l'histoire. Et plus j'y ai réfléchi, moins j'ai trouvé. J'ai passé 4 jours sur cette conclusion. J'ai mis un temps fou à décrypter le jeu. Plus tu y réfléchis, moins ça fait sens. Il y a plein d'éléments parasites partout dans ce jeu. Et c'est pas anodin du tout. C'est pas pour rien qu'il y a 2 personnages qui s'appellent David et qu'il y a un easter egg entier dédié à vous montrer une image de David Lynch. Ce jeu a l'air vraiment d'être un hommage à David Lynch, ou du moins partiellement. David Lynch, c'est un mec qui est mort très récemment, voilà, et vous connaissez peut-être, c'est un mec très connu, c'est un réalisateur Non, pas du tout. qui était incroyable. C'est un mec qui avait une vision de fou et une patte qu'on ne retrouve chez personne d'autre. Et une de ses pattes particulières, le style lynchien, c'est ce genre de films qui sont concrètement des enchaînements de scènes qui sont pas forcément liés, mais où t'as l'impression qu'il y a un fil conducteur. C'est des films qui évoluent à travers un peu une logique de rêve. Et en vrai, quand tu vois Basilisk à partir de ce principe-là, c'est beaucoup plus évident. Basilisk, c'est en vrai 4 ou 5 trames qui se mélangent les unes avec les autres, qui peuvent être interprétées chacune de 1000 manières différentes. Mais c'est pas pour rien que l'easter egg avec David Lynch qui nous est présenté nous montre un donut. This is a donut. It is very sweet and very good. Il y a une citation très connue de David Lynch que moi j'aime beaucoup et que je vous invite à réutiliser qui dit « Gardez un œil sur le donut, pas sur le trou. » Beaucoup de gens ont interprété cette citation en disant il faut voir le bon côté des choses et pas le négatif. Mais pas vraiment en vrai. Quand on voit de qui ça vient et de comment ce mec-là s'est toujours moqué des gens qui essaient d'interpréter avec une réponse définitive ces films, pour moi, cette citation, elle te demande de te focaliser non pas sur ce qu'il se passe dans une œuvre, mais sur ce qu'on te montre. Parce qu'en réalité, Basilisk possède énormément de messages forts à travers son design. Et des messages forts qui passent uniquement à travers l'épopée visuelle qu'on te présente. Et les choses qu'on te dit et la manière dont on te les dit. C'est pas important de connecter les pièces. L'important, c'est comment toi, tu vas connecter les pièces. Et à quel point ça va résonner avec ta manière d'interpréter les œuvres. C'est pour ça que je suis hyper intéressé de voir ce que vous allez dire de Basilisk dans les commentaires. J'ai vraiment hâte de savoir ce que vous allez en dire. Et c'est un peu poétique de voir que Basilisk en lui-même, le jeu Basilisk 2000, n'est pas fini. Vraiment, il n'est pas fini. Il manque des trucs dans ce jeu. Il manque des éléments un peu partout. Et c'est de l'aveu du développeur lui-même qui dira par exemple que à la base, dans la map du donjon Grimgur, il devait y avoir la deuxième moitié du médaillon de serpent qui t'amène à Ritual. Et qu'il a juste oublié de le mettre. C'est à ça que menaient en fait les bruits bizarres qu'on entendait dans la pièce et qui m'avaient autant déstabilisé. Et il y a 2-3 erreurs ici et là qui se sont glissées, 2-3 bugs, mais ce serait aller contre le message de l'œuvre que de revenir et de faire une update pour les enlever. Le message de l'œuvre, c'est qu'aucune œuvre n'est parfaite. Que plutôt que de chercher la perfection et de ne rien faire, il faut mieux faire et rater. Ok, moi en vrai, la vidéo j'ai bien aimé. Je suis exténué, j'en peux plus. Je viens de voir que je tourne en fait depuis 5 heures là. Je pensais pas que la vidéo serait aussi longue. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est un sujet qui était beaucoup Je plus m'attendais à une vraie lent histoire, que la pour plupart vraiment, des pour autres le coup, sujets que je vous ai une vraie présentés. histoire. Ça met En fait, beaucoup de temps non, avant d'entrer c'est dans une l'ambiance. histoire J'espère que ça sur n'a un mec qui a pas quand même- empêché l'appréciation de cette vidéo. Il y a des morales C'est un derrière ça, plaisir, quoi. c'était vraiment un plaisir. Basilisk, C'est c'était vraiment super. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci beaucoup. Ouais, il faut se mettre dedans. Allez jouer au jeu de Kira. Et à la prochaine. Effet de job. Incroyable.